Les intervenants, c'est moi-même, Jean-Yves Martin, chez Sony, spécialiste produit de la gamme Cinealta et d'autres choses. Pour aujourd'hui, je prends ma casquette Cinealta. Et puis Jean-Charles qui va vous parler un petit peu de comment cette nouvelle offre qualitative de captation amène à repenser un peu la créativité qui va avec. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on apprend dans les écoles de cinéma que tel objet, attention, il faut faire attention aux hautes lumières, il faut faire attention aux basses lumières parce qu'il y a du bruit, il faut ceci. C'est-à-dire que vous êtes encombré de tout un tas de barrières techniques qui fait que on ne sait plus où poser. Est-ce qu'on pose pour un vrai besoin artistique ou est-ce qu'on pose pour s'adapter à un problème technique? Et l'idée de cette caméra, c'est de dire non, vous posez parce que vous avez choisi de poser là. Le reste, on s'en occupe. La caméra le fera. Voilà, c'est ça un peu le message principal de la Venice. On a ouvert un peu les chakras pour qu'on retrouve le contrôle de ce qu'on fait et qu'on prenne des décisions sur des choix artistiques et pas sur des contraintes techniques. Les contraintes techniques, il y en a toujours quelque part, mais elles sont tellement éloignées maintenant, les murs sont tellement larges qu'avant de se cogner contre les murs, on a un très très large espace d'expression. Et c'est ça qu'on veut montrer avec cette caméra. Alors, on avait déjà dans la gamme Sony des caméras, dans la gamme Cinealta, des caméras qui étaient déjà extrêmement utilisées pour les très hautes qualités. Que ce soit la F65 pour les longs métrages, très léchés, très photos, ou que ce soit la F55 chez Netflix pour faire des productions très haute qualité, 4K de flux, parce que c'est de la série plutôt, pas que de la série, c'est des unitaires, etc. Mais il y a beaucoup de séries, et c'est plus industriel comme production, on va dire. Donc la F55, plutôt du flux, plutôt du programme un peu plus dans l'industrie du film, et puis la F65 plus pour l'artistique, pour le côté photo, vraiment photographique de l'image. On avait déjà cette offre, mais sur un format d'image qui a été calibré, standardisé, qui est le Super 35. Le 35 plus les perfs, si j'ai bien compris. Le 35 plus les perfs, c'est un format qui chez Sony a décliné F65, F55, F5, FS7, FS5. Tout ça, c'est du Super 35. Et à un moment donné, quand on a un peu demandé au chef opérateur, mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir si on fait une nouvelle caméra? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et on dit, bah oui, mais ce format Super 35, il est bien parce qu'il ne pose pas de problème en termes de post-production, en termes de traitement, en termes de diffusion. Toute cette partie de l'industrie, ça coule bien, ça vaut bien, mais quelque part, nous, on est un petit peu frustrés parce qu'on n'a pas le choix du format. Le format nous a un peu imposé. Donc pour faire de l'anamorphique, il faut composer un peu. Pour faire des effets un petit peu de profondeur d'optique, pour jouer un petit peu sur la profondeur de l'image, on est un petit peu contraint sur la position de la caméra par rapport à l'objet. Donc ça limite aussi l'expression de la mise en scène, des personnages. Et finalement, on fait du cinéma, c'est pas une photo, hein, c'est de l'animation. Donc voilà. Et il disait, le format qui nous ferait plaisir, c'est un grand format. Un format, idéalement, 24-36. Le plein format de la photo et du cinéma tel qu'il a été pratiqué en argentique. Donc c'est comme ça qu'on a l'idée de repenser un capteur et de sortir la Venice, même si, encore une fois, on a tous les objets en magasin pour pouvoir satisfaire aux exigences de l'industrie du cinéma. Là, on ne s'adresse plus à l'industrie, on s'adresse à la partie création. Donc, les belles choses en 65, il y a eu Les Gardiennes qui a été faite récemment par Caroline Champetier, justement. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'est un film qui a 1 an, c'est ça? Oui, c'est ça. Et voilà, puis d'autres choses à l'étranger, Wonder Wheel et The Only Brave de Claudio Miranda, qui nous a fait d'ailleurs un teaser. J'ai pas pu l'amener parce que j'avais pas la version diffusable, j'avais une version DCP, mais je ne peux pas diffuser du DCP ici. Donc du coup, Claudio nous a fait un truc pas mal, un petit peu sur la thématique du thriller à l'américaine, mais très américain. Après, Caroline elle a fait ça, et c'est un peu plus européen, on va dire. Donc on peut vous montrer des choses. Donc ça, c'était déjà ce qu'on avait dans nos propositions de caméras pour le cinéma. Et l'idée, c'est de développer des nouvelles générations de caméras, dont la Venice fait partie, sur l'expérience du terrain. Repartir des opérateurs, repartir des désirs des directeurs de la photo et des chefs opérateurs, de leurs équipes, et repenser l'objet pour qu'il colle encore mieux. Alors, c'est vrai que la F55 a été déjà...
c'était déjà un premier pas, parce qu'on avait déjà adapté beaucoup de choses, on avait déjà repensé les choses un peu dans cette optique, mais on n'avait pas été assez loin, et donc du coup, on a profité de cette expérience-là, on a interrogé tout le monde, ça a pris un an où les Japonais ont fait le tour du monde, en faisant des groupes, en choisissant des gens, en faisant des petits comités, en posant des questions bien précises, et voilà, les Japonais font leurs statistiques après, et c'est comme ça que la Vénice a été pensée, est née. Donc, première conclusion, l'engouement, le goût pour le grand capteur. On veut pouvoir travailler dans la profondeur de notre image, travailler l'effet un peu relief lié à la photo, et puis orienter le regard du spectateur vers ce qu'on veut lui montrer, parce que le cinéma raconte des histoires. Le cinéma n'est pas le témoin de la réalité. Jean-Charles vous l'expliquera mieux que moi dans quelques minutes. J'ai dit quelques minutes. Pas dit quelques heures. On rigole entre nous parce qu'on se fixe des objectifs de temps et on les dépasse toujours. 3 ou 4 heures près. Oui, c'est pas plus. Voilà. Donc du coup, cette caméra Vénice, elle arrive à un point de l'histoire du Ciné-Alta où il y a une convergence entre les souhaits des chefs opérateurs de rentrer dans plus de créativité et une technologie qui permet de la servir. Donc on a vraiment le point de croisement. Je dirais pas que c'est une apothéose, parce que dans 5 ans je vous dirais « Et maintenant la Vénice Mark 8 voilà, ok. On peut toujours faire mieux évidemment, mais c'est une bonne synthèse. À l'instant T, au moment où je vous parle, c'est une bonne synthèse, c'est une bonne rencontre de technologie. Et pas simplement sur le capteur, sur l'ergonomie de la caméra, sur la façon dont les menus sont organisés, sur les systèmes d'enregistrement, sur la façon dont on peut faire la post-production. C'est un ensemble en fait. Il faut que ce soit une rencontre avec un ensemble. Faire une caméra exceptionnelle comme la Viper et être incapable de traiter l'image derrière, bah c'était il y a quoi, il y a 12 ou 13 ans ça, la Viper. C'est une caméra qui dans l'idée était génialissime, était très bonne, mais pour traiter l'image derrière, c'est juste impossible. Donc, une technologie du workflow qui n'était pas adaptée aux qualités réelles de la caméra. Et donc du coup bah, elle n'a pas rencontré l'industrie. Au final, c'était trop compliqué pour pouvoir reproduire. Nous, on a fait la 65 il y a très longtemps, maintenant il y a quasiment 7 ans, avec un capteur 8K. Mais à l'époque, l'informatique n'était pas prête pour la 8K. Donc ça coinçait un peu, parce que la puissance des calculateurs était un petit peu molle. Donc ça a un petit peu eu de mal à démarrer. Et il se trouve que la 65 maintenant, on retrouve ses lettres de noblesse parce que la technologie des computers a progressé. Donc le 8K, on sait mieux faire maintenant qu'on savait le faire il y a 8 ans. Et maintenant la 65, ça devient la caméra de référence. Reborn, voilà. C'est exactement ça. Donc la Vénice s'intercale entre la 55 et la F65. Elle est pile poil au milieu. C'est une autre offre, elle est différente, donc elle ne vient pas empiéter ni sur l'une ni sur l'autre, puisqu'elle propose ce capteur 6K full frame, donc 24-36, que ni la 55 ni la 65 ne peuvent rivaliser pour des questions purement optiques et artistiques. Et puis en acceptant, et puis Sony a accepté des formats qui sont purement cinématographiques comme l'anamorphique. C'est-à-dire qu'il y a plus de 8 ans, la F65 est sortie avec donc des performances d'une caméra 8K quand même. Pour l'époque, c'est même pour l'époque et aujourd'hui, c'est la seule caméra qui est capable toujours une de faire révolution. cette image. Par contre, les ingénieurs ne connaissaient pas le cinéma et ils ne savaient pas, par exemple, que l'anamorphique, le format anamorphique, c'est-à-dire la hauteur du capteur, fait partie de nos outils cinématographiques. Donc, la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas avoir eu la hauteur de l'anamorphique pour utiliser l'anamorphique en plein format, en hauteur. Là, cette fois-ci, on a une solution. À notre corps défendant, à cette époque, on ne savait pas faire des capteurs plus grands. Ah, donc ça, c'est une bonne raison. On ne savait pas le faire. Plus haut. Oui, c'est-à-dire en fait plus grand, puisque pour faire un capteur plus haut, il faut le faire plus grand il faut le grandir dans toutes les directions. Il ne faut pas simplement le faire plus haut, il faut le faire plus grand en surface. Et donc, on ne savait pas faire. Ça nous posait le problème techniquement de produire ce type de capteur. On préférait faire un capteur Super 35 avec plus de pixels que de le faire plus grand parce que techniquement c'était très très compliqué. Donc la Vénice, elle s'installe dans ce paysage Ciné-Alta et elle prend sa place exactement au milieu entre pourquoi il ne veut pas tourner les pages. Décidément, j'ai un problème avec cette diapo. J'ai peut-être un fichier image qui fait 200 gigas, un truc
truc comme ça. C'est trop lourd. Voilà. Il est trop lourd. Donc, 8K. donc capteur grand format, capteur 6K. Alors 6K, ça veut juste dire qu'on est passé du 35 au 24-36 à pixels, à taille de pixels constante. Pas tout à fait en fait. Le pixel est un poil plus grand, ce qui rend la caméra un peu plus dynamique. Donc ça va amener aussi des choses. Mais presque. Donc l'idée c'est ça. C'est pas que la finesse soit meilleure, mais c'est qu'on ne perd pas de la finesse par rapport à la 4K, mais sur une surface beaucoup plus grande. C'est ça l'idée. Et on a ajouté, parce qu'on a augmenté la latitude à 16 stop, on a ajouté aussi 2 fois plus de filtres neutres pour pouvoir gérer mieux l'espace dynamique de la lumière extérieure par rapport au film. Parce qu'on était toujours coincé entre deux filtres, on ne savait pas comment ouvrir, il fallait rajouter des filtres devant, c'était un peu compliqué. Donc là, on a résolu le problème en mettant 8 filtres neutres sur la caméra. Le capteur a été conçu spécialement pour la Venice. Ce n'est pas un capteur d'appareil photo 24-36 qu'on aurait recyclé en faisant une carcasse de caméra numérique autour. C'est vraiment un capteur dédié qui intègre des technologies qui viennent de l'expérience qu'on a de l'Alpha 7, de la F65, de la F55. Donc on a ces technologies dans nos tiroirs et on a repensé le capteur de zéro, à partir d'une copie blanche, à partir des technologies disponibles, pour produire ce capteur dédié à la Venice. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a voulu augmenter l'espace dans toutes les directions possibles. La latitude, l'espace colorimétrique, on savait déjà faire, et aussi les effets de mouvement, les effets de motion blur qu'on veut le moins prégnant possible. Il faut qu'ils soient le plus discret possible, ces effets de motion blur. Non, c'est pas je suis attiré par ton PC. Fais attention que je parle pas avec. Donc, une des principales conséquences de ces choix, de cette offre technologique, c'est sur la profondeur de champ. Alors évidemment, le paramètre, le premier qui vient à l'esprit, c'est la faible profondeur de champ, qui est une caractéristique liée à la taille du capteur. Mais en réalité, artistiquement, ça veut dire beaucoup de choses, dont Jean-Charles vous parlera aussi après. Ça veut dire beaucoup de choses, la faible profondeur de champ. Ça veut dire aussi qu'on va avoir un rapport à l'image différent. Ça veut dire que le côté artistique de la photo va commencer à reprendre le pas sur les contraintes géométriques du capteur. Et ça, c'est quelque chose qui ouvre un peu les chakras et qui remet le directeur de la photo et le chef opérateur à leur place. Vraiment dans des choix qui leur appartiennent et pas contraints par la technologie. Ça, c'est vraiment le point numéro 1. Et ça, Jean-Yves en parle aussi très bien quand il parle de ces optiques, parce que pour lui, ça, c'est très important. Alors oui, mais... Le principe de l'anamorphique aussi, le principe qu'on va pouvoir avoir un grand capteur qu'on va pouvoir retailler dans différents formats va permettre justement de résoudre le problème de la hauteur du capteur et de retrouver un plein format en anamorphique aussi. Ça, c'est aussi important. Et puis, évidemment, la haute résolution 6K qui permet la dimensionnabilité, j'aime pas ce terme, mais enfin, la sizable, comme disent les Anglais. Le fait qu'on va pouvoir définir différentes géométries de capture et donc faire que cette caméra devrait devenir extrêmement polyvalente. Parce qu'elle va pouvoir faire de la télévision 16/9, du cinéma en 2K, du cinéma en 4K, du cinéma en 2/3, du cinéma en 6/5, etc., etc. On va pouvoir choisir son format de capture alors qu'avant on était contraint à être sur un seul et unique format, Super 35. Ça, c'est pour vous présenter un peu toute l'offre de choix que vous avez au niveau des tailles d'images possibles à cropper, à tailler dans ce capteur. Évidemment, le plus grand, c'est celui-ci. C'est le full format du capteur. Et vous allez pouvoir ensuite décliner ça par différents formats intermédiaires pour correspondre à tous les types de projets que vous pouvez rencontrer en production. Et ça, c'est pas forcément vous qui décidez. Ça peut être imposé par la production, parce que le client final, c'est la télé, parce que le client final, c'est un institutionnel qui va projeter sur des projecteurs 2/3, etc. Donc, c'est pas vous forcément qui décidez du format. Ça peut être une décision artistique, dire je suis un format très carré,
très enfermant, ça peut créer une dramaturgie spécifique. Là, c'est vous qui avez la main, mais ça, bien souvent, c'est quelque chose qui est imposé par la suite de l'histoire de cette production. Alors donc, ça s'adapte, la caméra s'adapte à ça. Et on ne va plus être obligé de choisir la caméra en fonction du format qu'elle est capable de faire, mais on va pouvoir choisir la caméra pour ses qualités propres et adapter le format au projet qu'on veut faire. Et ça, c'est nouveau. Juste pour rappel, le format Super 35 versus le format full frame, c'est ça. C'est-à-dire, c'est presque le full frame, c'est presque le double du Super 35. Ça fait énormément plus d'informations. Et la caméra fonctionne en standard essentiellement en 4K, ou en Quad Full HD. Et pour la faire fonctionner en anamorphique ou en full frame, il faut ajouter des licences. Les caméras du marché de la location en France aujourd'hui sont toutes full licence. On n'a pas vendu une caméra sans avoir vendu les licences avec. Donc sur l'ensemble du marché des loueurs, tous les loueurs sont full licence. Mais un propriétaire, un producteur qui voudrait avoir sa propre caméra et qui dirait ben moi mes projets à 90% ils sont en 4K et ben là j'ai l'opportunité de tourner en full frame sur un projet mais pendant une semaine, ben, il a la possibilité d'acheter une licence temporaire d'une semaine. Donc il va payer un peu d'argent pour avoir la disponibilité de la licence pendant un temps court. Et ça, il peut le refacturer après à son client en disant ben voilà, j'ai mon investissement pour faire, ben, je me suis vendu avec ma caméra, voulez-vous que le format ce soit du full frame, ben, je vous facture le prix de la licence et pas le prix de la caméra. Alors que sinon, il aurait été obligé de louer une caméra full frame, ce qui n'existe pas beaucoup sur le marché d'ailleurs. Donc là, il a cette modularité. Et puis, la licence anamorphique, c'est une facilité parce qu'à partir du moment où vous êtes en full frame, rien ne vous empêcherait de tourner en anamorphique et de faire le squeeze après en post-prod. Ça marcherait aussi très bien. Mais c'est pas très pratique parce que sur le terrain, la vision serait squeeze et c'est pas très confortable. On ne se rend pas bien compte des profondeurs, ça fausse un petit peu l'image. Donc pour ça, on a intégré le process squeeze, donc le process anamorphique, dans la caméra. Donc tout ce qui est monitoring sera dans la vérité de la réalité de l'image. Pour en revenir à ce que disait Jean-Yves, à notre Jean-Yves, nous sommes deux Jean-Yves. L'abondance de biens ne nuit pas. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a développé ce format 6/5 en plus du 4/3? C'est parce que en 6/5, l'avantage, c'est que dès qu'on squeeze par deux, dès qu'on repasse en mode panoramique, eh bien, naturellement, on profite de toute la largeur du capteur. On n'a pas de, si on veut respecter la géométrie 1 pour 1 du photosite, et bien en réalité, on profite de toute la largeur du capteur. Alors que si on part d'un format 4/3 et qu'on passe en 8/3, et bien on va perdre sur le côté un petit peu du capteur. Donc c'est pas complètement adapté au format panoramique. Et là, on va être en 2,4 tout à fait naturellement au lieu d'être en 2,66. Donc, en résumé, pour faire court, la caméra propose quelque chose de nouveau, quelque chose qui est vraiment un outil au service de la création. C'est une latitude phénoménale. 15 stop plus, c'est-à-dire au spotmètre, on arrive à mesurer 16. Bon. Pourquoi est-ce que nos Japonais disent 15 stop plus? Parce que dans le haut de la courbe, ça part un peu dans le magenta. Donc il faudra faire des petites corrections, des petites luttes de correction en post-prod. C'est pas parfaitement... Donc c'est pour ça qu'ils disent 15 stop plus. Mais en réalité, quand on le mesure, indépendamment de la couleur, eh ben on trouve que ça fait bien 16 stop. Donc on a bien une latitude phénoménale. Évidemment, ça s'adapte très bien à toutes les productions qui vont délivrer ensuite des programmes en HDR. Pas forcément pour le cinéma dans un premier temps. Le cinéma n'a pas trop besoin de HDR. On peut améliorer le cinéma avec la formule de Eclair-Color de chez Eclair, qui est une approche de la projection cinéma avec plus de saturation et plus d'informations dans les hautes lumières. Donc ça, c'est l'approche Eclair-Color, oui, c'est une approche, mais grosso modo, ça double la lumière sur l'écran. Grosso modo, on passe de 48 candélabres par mètre carré à 104 candélabres par mètre carré. Donc c'est pas énorme. En revanche, sur les écrans de type écran plat, télévision et autres, qui consomment, entre guillemets,
Ouais, consomme, je vais mettre consomme quand même. Parce que c'est pas forcément un acte volontaire de regarder les écrans de télé. Alors que le cinéma, il faut payer sa place au cinéma. Mais peu importe, on va dire consomme, ça me fait bien finalement. Quand on consomme de l'image sur des écrans plats de télévision, en 4K, donc sur des tailles qui commencent à être quelque chose proche des conditions de ce que vous pouvez voir au cinéma, vous n'êtes pas forcément dans les conditions du cinéma. Vous êtes dans une lumière ambiante qui fait que vous n'êtes pas vraiment dans les conditions du cinéma. Donc si vous mettez 100 candélas par mètre carré sur un écran comme ça, avec cette lumière-là, ça va très bien passer. Vous prenez l'écran, vous le mettez dehors, vous voyez plus rien. C'est mort. Donc dès que vous êtes dans un environnement un peu baigné de lumière, vous ne voyez plus rien. Il faut accentuer le contraste pour pouvoir voir quelque chose. Et en plus, le cinéma, l'objet du cinéma n'est pas de reproduire le réel, mais de raconter une histoire. Donc ça veut dire qu'il y a une large place à l'interprétation de l'image, très très large place. Voilà. Alors qu'en télévision, ou en écran plat, si vous voulez, on a besoin des deux. On a besoin de pouvoir passer des fictions, mais on a aussi besoin parfois d'être le témoin du réel. Par exemple, dans les événements live, comme les matchs de foot, les opéras, je prends exprès des exemples un peu contrastés, les concerts, ce genre d'événements où on a envie de participer, on a envie d'être en immersion dans l'image, parce qu'on a envie d'être là. Et on a envie d'être là en restant chez soi. C'est ça un peu le propos de la télévision. Et pour ça, le HDR, le High Dynamic Range, permet d'avoir un rendu image qui est très très proche de la vision humaine, de plus en plus proche de la vision humaine, de plus en plus proche de l'image immersive. Et c'est aussi une demande. Et nos caméras doivent s'adapter à tout ce type de demande de production. Alors avec 16 stops de dynamique, le HDR, c'est tout à fait jouable. On a vraiment la matière pour pouvoir le travailler sans contrainte, sans se dire oh là là, ça va taper en haut. Alors en cinéma, on se dit je m'en fiche, je vais organiser ma lumière pour pas avoir le problème. Mais en live, on ne peut pas. Vous êtes témoin d'un événement, s'il y a de la lumière, il y a de la lumière, vous subissez. Donc il faut pouvoir encaisser ça. Voilà. Et donc comme il n'y a pas forcément un ingénieur derrière chaque caméra, eh bien, il faut que le capteur dise bah non, c'est bon, ça passe, c'est bon. Derrière, il suffira juste de mettre la lutte qui va bien et ça va bien se passer. Et puis le troisième composante très importante pour la vision humaine et aussi pour la création, c'est l'espace colorimétrique. L'œil humain et le cerveau sont capables d'analyser une quantité invraisemblable, c'est en millions de couleurs qu'on est capable de discriminer dans notre cerveau. Alors que sur... il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler, mais je vais lui dire que je suis... Ah ben si, c'est l'entrée. Quelqu'un va... J'ai fait coacher des choses. Je vais chercher J'entendais pas sonner, donc il y a un petit truc qui est ça, mais il y a quelqu'un qui est rentré. Je peux pas répondre. Il a raccroché. Donc voilà, donc le troisième paramètre, un des paramètres importants, c'est le facteur couleur. Et jusqu'à présent, ce facteur couleur, il était un peu limité par les possibilités des capteurs. Les capteurs travaillaient sur des espaces de colorimétrie très très petits par rapport à la vision humaine. Donc les couleurs qu'on voyait sur tous les écrans, en tout cas de télévision, n'étaient pas des couleurs réelles. Ça ne pouvait pas être des couleurs réelles, c'était du coloriage. Quelque part, on travaille avec une palette avec une boîte de crayons de couleur qui est limitée à la taille de la boîte de crayons de couleur. Même si on en prend une grande, par rapport à ce qu'on est capable de voir, qui est une presque parfaite continuité entre deux crayons de couleur, on est toujours entre deux crayons, quoi. Donc c'est pas la réalité, c'est un coloriage. On est passé donc de ça à la HD, avec un peu plus de crayons dans la palette, et puis maintenant, avec les caméras de la génération Cinealta, on est capable maintenant de reproduire des quantités invraisemblables de couleurs. C'est en millions de couleurs maintenant qu'on est capable de travailler avec la gamme des caméras Cinealta Sony. On n'est pas beaucoup de fabricants à être capables de faire ça. Je crois pouvoir dire que ça, c'est exclusif Sony. Le grand espace colorimétrique, c'est exclusif Sony. Et toutes les caméras de la gamme Cinealta l'ont. La F55, la F65 et la Venice travaillent sur le même espace colorimétrique qu'on appelle espace large ou espace F65, puisque c'était la première caméra à être capable de le faire. Donc là, c'est ce qui veut dire en d'autres mots que cet espace colorimétrique est commun à la gamme Cinealta. Ça veut dire qu'on va pouvoir matcher des images de F55 avec des images de F65, avec des images de Venice. À l'étalonnage, on a la même quantité d'informations, quantité de richesse de couleurs pour pouvoir travailler les plans, quelle que soit la caméra qui est tournée ces plans. Donc ça, c'est aussi un gros avantage, c'est la possibilité de faire les raccords colorimétriques entre toutes les caméras sans s'aligner sur la plus basse. Sinon, on fait ça. On prend la plus médiocre et puis on met toutes les autres dessus. C'est un peu... c'est du pâté au cochon. La confiture au cochon.
Voilà. Donc ça c'est intéressant, juste pour vous donner un aperçu des progrès qui ont été faits rien qu'en télévision. La télévision HD travaille sur un espace colorimétrique qui s'appelle le BT709, d'accord, et qui est déjà très très grand, il fait déjà pratiquement le double de ce qu'on savait faire en standard définition, la télé de quand vous étiez pas né. Si, la télé des DVD, on va dire, parce que les DVD sont encore, quand ils sont pas Blu-ray, les DVD ils sont SD. C'est tout ce qui nous reste en SD, voilà, c'est les DVD. Les DVD pas chers dans les bacs, que t'achètes à 3 €, c'est de la SD. Voilà. Après, t'achètes du Blu-ray, c'est mieux, c'est de la HD, c'est du BT709. Donc normalement, on va mettre un petit carré, comme ça a quasiment disparu, on ne le met pas, on va mettre un petit cube ici, qui serait le cube de la télévision SD, du DVD. Quoi. Après, il y a la HD, et ensuite il y a le BT2020, qui est une norme qui a été conçue justement pour la télévision immersive. Celle qui se rapproche le plus possible de la vision humaine. Et il est très ambitieux, ce BT2020, parce qu'au moment où la norme a été pondue, les constructeurs de télévision, dont Sony fait partie, ne savaient pas faire. Hein, c'est une norme qui date d'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, quand ça a été pondu, c'était Spiritual Target. Ok, on veut aller vers ça. Qui sait faire? On y travaille. Et puis bon, 5 ans plus tard, la plupart des télévisions 4K de la nouvelle génération, de la collection 2017-2018, sont BT2020. Moi, j'étais le premier surpris, parce que même en cinéma, on est dans un espace qui s'appelle le DCI-P3 et qui est plus petit que le BT2020. Il y a exactement une distance entre le REC 709 et le BT2020. Si on revient pour la diapo d'avant. Voilà. L'ITU 709, c'est le bleu, c'est celui-là. Et le BT2020, le DCI-P3, c'est le gris. Vous voyez qu'entre le gris et le REC 709, il n'y a pas une très grande différence, hein, c'est pas le double. À la limite, je dirais que le DCI-P3 est assez proche, il est un peu plus grand, mais il est assez proche du REC 709. Il est juste un petit peu meilleur sur les teintes de chair. Donc ça veut dire qu'on est beaucoup plus dans l'émotion de la peau, de la restitution des couleurs peau, qu'en télévision HD, où on est un petit peu limité. Et si vous regardez le vert, donc l'ITU BT2020, l'ITU BT2020 est encore meilleur sur les teintes de chair. Donc il est encore plus dans la réalité des peaux, donc on est vraiment dans la perception de la réalité encore plus proche. Et si vous regardez donc le SGAMU 3, le jaune, on s'aperçoit qu'il est vraiment très très léger. Vraiment, il couvre vraiment la totalité de l'espace colorimétrique. Il faut savoir que l'espace couleur des caméras Cinéalta englobe l'ensemble de ces triangles. Il y a juste un petit peu ici où c'est pas couvert, et de toute façon la vision humaine ne le voit pas non plus. En fait, dans la vision humaine, c'est beaucoup développé sur le vert, parce que je crois que c'était une question de survie quand on était des préhistoriques dans une caverne. On avait besoin de pouvoir discriminer cette plante-là, tu peux la manger, cette plante-là, tu ne peux pas la manger, sinon tu vas crever. Donc c'était vital. Donc je pense qu'on a beaucoup développé ça à une époque, et on a dû garder ça maintenant. Et en fond, c'est l'espace colorimétrique visible que l'œil est capable de percevoir. Alors, en termes de calibration, la caméra Venice, elle a été calibrée, elle a été étalonnée pour avoir une sensibilité nominale à 500 ISO. C'est un pur parti pris de Sony, fabricant de caméras. On aurait pu la calibrer à 800, on aurait pu la calibrer à autre chose. On l'a fait à 500 ISO pour faire plaisir aux chefs opérateurs américains de Lego. Parce qu'eux, ils ont leur spotmet qui est calibré sur la pellicule qui était à 500 ISO, et donc ils veulent dire moi je ne m'emmerde pas, j'ai ma lumière, je sais comment je fais ma lumière, de toute façon j'ai les moyens, de la lumière je peux en mettre autant que je veux, j'ai les moyens pour... Vous savez que la lumière c'est ce qui coûte le plus cher sur un plateau quasiment. Ça coûte et en installation, hein, il faut payer des machinaux, etc. pour les installer, et ça coûte en énergie, donc, et de budget. Plus en place, parce qu'il faut les accrocher au plafond, bref, et il ne faut pas que ça se voit après dans le plan, donc c'est très compliqué la lumière. Dans le cinéma, c'est pratiquement et puis comme c'est la source de l'image, c'est ce qui fait le côté photo de l'image, ben, on ne peut pas trop s'en passer. Alors en Europe, comme on est moins riche, on essaie de s'en passer, justement. C'est pour ça que je vous raconterai pourquoi on n'est pas forcément adepte du 500 ISO. On serait plus 800 ISO en Europe. Parce que 800 ISO, c'est un peu plus sensible, donc on peut mettre un peu moins de lumière, et on peut poser pareil, avec les mêmes ouvertures d'iris, mais justement un peu dépositionné, un petit peu... donc
On est un peu plus... Bon, alors, ils sont pas là, les chefs opérateurs, donc je peux vous parler, sinon je vais me faire taper sur les doigts. En réalité, ils disent, oui, mais on est plus proche de la vérité, de l'image, là, parce qu'on n'ajoute pas trop de lumière. Oui, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas de budget, quoi. S'ils pouvaient, ils mettraient de la lumière. Mais bon, on tourne plus en décor naturel en Europe. Il y a toute une mode du tournage qui fait que les équipes sont plus dans les décors naturels. À Hollywood, ils ne s'emmerdent pas, ils viennent une rue de Paris, ils construisent une rue de Paris. Puis c'est clair. Voilà, puis ils font le film, ils font la scène, puis après ils cassent tout, puis ils font autre chose. C'est Hollywood ça. Mais bon, on n'est pas chez eux. Donc, pour ces raisons-là, on s'est calé à 500 ISO, surtout pour les Américains. Mais rien n'empêche, la caméra a la qualité et le rapport signal-bruit suffisamment fin, et surtout la latitude, c'est-à-dire vous pouvez choisir de poser un peu où vous voulez, vous en avez tellement au-dessus et tellement en dessous, qu'avant de toucher le plafond et le sol, il vous reste de la marge. Donc, passer de 500 à 800, c'est $1. Passer de 500 à 1000, c'est $1. Passer de 500 à 1250, c'est $1. Il n'y aura pas de réelles conséquences sur votre plan. C'est juste que dans le viseur, vous allez bouger, pour une ouverture donnée, vous allez juste constater ce que vous voyez dans le viseur, pour dire je fais le zoom sur la dynamique qui m'intéresse. Donc voilà, c'est juste ça. Ça ne va pas changer du tout ce que vous enregistrez. Que vous mettiez 800 ISO sur la caméra ou 500, le RAW qui va s'enregistrer sera exactement le même. Parce que nous, on n'a rien changé à la calibration de la caméra en amont. Donc, ça n'est pas un gain, c'est pas du gain que vous mettez. Oui, c'est du gain dans le signal vidéo qui va sortir, vous allez voir que ça va s'éclairer. Parce que c'est comme si vous mettiez un gain numérique sur le signal. Mais en réalité, c'est artificiel. Ce gain, c'est juste de l'amplification qu'on va mettre sur le signal numérique qui est disponible. Mais ce qu'on enregistre dans l'enregistreur RAW, c'est la même chose. C'est à la post-prod que ça se décidera. C'est une lutte quelque part, c'est une donnée d'enregistrement qui sera reconduite, qui sera propagée à la post-production. Alors pour faire plaisir, cinéastes qui disent oui mais moi j'éclaire pas, j'aime bien la bougie, c'est Caroline Champotier qui a fait ça, vous allez voir, des plans c'est fait à la bougie, il y a une bougie, et au petit matin il ne fait pas jour parce que c'est le lever du soleil. Donc je ne sais pas si c'est à la fin, oui c'est à la fin de cette séquence, on va voir, il y a juste une seule bougie, vous allez voir, c'est magique quoi, vous éclairez avec une bougie. Donc, mais par contre, elle n'a pas tourné à 500, elle a calibré à 800. Parce qu'elle, dans son viseur, il fallait bien qu'elle voit, il fallait bien qu'elle ouvre pour avoir les profondeurs de champ qu'elle est bien. Donc voilà, c'est juste pour y en avoir. Petite information supplémentaire, version 2 qui sort en août, là c'est la version 1, version 2 qui sort en août, on aura à disposition un ISO à 2005 pour le tournage de nuit. Alors là, clairement, l'ISO 2005, c'est une nouvelle calibration. Ça veut dire qu'on a amplifié le signal avant la conversion numérique, avant d'en faire un fichier, donc on va l'amplifier avant. Et du coup, la partie basse du signal, on la fait remplir toute l'échelle dynamique numérique du fichier. Et là, c'est un choix à faire, 500 2005, en fonction de la dynamique lumineuse réelle que vous avez dans le plan. Mais c'est ni plus ni moins ça. Mais ça peut être par exemple, ce qui serait très intéressant, c'est pas de digression, c'est de profiter par exemple de la sensibilité pour gagner plus de latitude, par exemple sur les hautes lumières, à condition justement que les basses lumières soient très propres, continuent à être très propres. Alors, tu tournes en Tunisie, au Maroc, etc., tu as exactement ce type de... Le calibrage à 500 ISO recherche ça. Il recherche ça parce que quand tu as justement des très très forts contrastes, tu vas avoir des zones de l'image qui vont être dans les valeurs quasiment noires, mais tu vas avoir quand même pas mal d'informations qui vont être très très éclairées, très très en amont. Et là, du coup, ça fonctionne. Le 500 ISO fonctionne très bien dans cette condition-là. En revanche, tu es complètement dans le noir avec une bougie, et tu dis oui, mais alors là, je suis embêté parce que ce que je vois, c'est beaucoup trop sombre dans mon viseur, où je vais être obligé d'énormément ouvrir, et même ouvert à fond, je ne vois pas ce que je veux. Donc tu vas mettre un 800 ISO qui va te repositionner ça dans ton viseur, mais ça va absolument rien changer. C'est juste que tu vas dire, ah ben je vais poser, et c'est la post-prod derrière qui va refaire la courbe, qui va te rebalancer, rééquilibrer tes basses lumières et tes hautes lumières. Et je dirais même qu'à ce moment-là, c'est au développement qu'il faudrait le faire. C'est au moment où on va faire
le positif avant l'étalonnage. Il faudrait presque le faire à ce moment-là si on voulait être vraiment sécure. Je peux gagner 2 diaphragmes, par exemple, passer à 2000 ISO dans les hautes lumières. Je tourne au Maroc avec des zones très sombres dans l'image, tu vois, enfin. Oui, mais quand tu fais ça, tu translates ce que tu vois dans le viseur. Oui. Mais je ne confonds pas avec le 2005, qui est une nouvelle sensibilité, qui met vraiment du gain physique sur le signal, mais qui fait que si tu tournes à 2005 dans les conditions que tu dis, tu vas être tout saturé, parce que là, ton capteur va complètement saturer. Donc il faudrait que tu fermes énormément. Oui, mais j'aurais 8 diaphragmes de dynamique sur les hautes lumières, là où justement je me fais le plus mal, tout en gardant quand même une zone dans les noirs où je faudrait juste être prudent. Il faudrait juste être prudent, et tu vas d'ailleurs pouvoir le vérifier. Tu vas pouvoir le vérifier avec une fonction qui va arriver avec la version 2, qui s'appelle IK Lockey, qui va permettre de dire je zoome, enfin je dilate ce qui se passe dans les basses lumières, ou je dilate ce qui se passe dans les hautes lumières pour le remettre sur une exposition moyenne dans le viseur, pour dire est-ce que j'ai toujours ma matière, est-ce que j'ai rien cramé, est-ce que tout va bien, est-ce que j'ai du bruit dans les basses lumières, est-ce que j'ai de la couleur dans les basses lumières, est-ce que tout va bien. Donc on aura cette fonction qui va apparaître avec la version 2 et qui va permettre justement de vérifier ce qu'on a en bas et vérifier ce qu'on a en haut, parce que dans le viseur on ne peut pas rendre compte des 16 diaph de contraste, c'est pas possible. Donc on travaille sur des dynamiques qui sont beaucoup plus ténues, en fait, qui sont ceux du signal numérique, qui sont ceux qu'on a ensuite sur l'écran. En fait, le viseur, c'est le pré-témoin de l'écran, et en fait, le monitoring, c'est le témoin de l'écran. Quoi ? Plus de digression, parce que voilà. La machine est livrée avec des montures PM, mais si on démonte la partie mécanique qui est ici avec Sivis, qu'est-ce qu'on trouve derrière ? Une monture en standard, disponible en août 2008. Ouais, non, elle existe déjà physiquement maintenant, mais le traitement électronique sera validé, le soft qui le gère sera validé en août, pendant très longtemps, et ça va arriver. Donc là, ça veut dire que toute la gamme des optiques alpha, etc., est réutilisable à votre convenance, et ça ouvre aussi un peu les chakras de la créativité, et ça en fait une caméra extrêmement polyvalente. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de racheter des adaptateurs. Si, peut-être des EEF, si on a du Canon, par exemple, au magasin, mais bon, les bacs, vous les avez déjà, parce que vous les utilisez déjà dans les FS7, les FS5, etc. Réutilisable, idoine avec la V10. La double roue porte-filtre, très malin, parce qu'avec 3 fenêtres, on fait 8 combinaisons, et du coup, on a 8 pas de neutral density, 0,3, 0,6, 1,2, etc., etc. Donc on a 8 neutral density. Le double affichage, côté assistant chef opérateur et côté chef opérateur. Côté assistant chef opérateur, on a la totalité des réglages projet et image. Et côté chef opérateur, on n'a que les réglages image. Le choix de la fréquence, le choix de mon anti-sèche, le choix du shutter, le choix des neutral densité, puisque c'est motorisé, on peut les changer même à distance, le choix de la sensitométrie de travail, donc le nombre de EI, et puis la balance des vents. C'est vraiment les 5 paramètres auxquels le chef opérateur peut décider d'intervenir immédiatement, parce que ce qu'il voit, là, il faut que je fasse comme ça, et il peut le faire. Il n'est pas obligé de dire assistant, on arrête tout, etc. Donc c'est assez réactif. Pour le reste, c'est l'assistant qui s'en occupe. La compacité, un outil très intuitif, ça c'est parce qu'on a voulu quand même que cette caméra puisse être mise entre presque toutes les mains de chef opérateur. Grosso modo, le seul bouton qu'il a à connaître une fois que le projet est calé, c'est le bouton REC. Après le reste, c'est ses outils, il a l'habitude, il a les neutral density, oui, il a son iris, oui, il a son focus, oui, et puis le reste ça roule, il fait REC et puis ça marche. On a mis aussi tout ce qui était prise, 12 volts, machin, 24 volts, on les a rendus disponibles justement pour faciliter l'accessorisation. Et la caméra est conçue pour pouvoir monter toute l'accessorisation ARRI
de façon très très standard. Harry a développé en plus, on a développé avec eux, même si c'est des concurrents, on travaille pas avec eux, des baseplates pour pouvoir s'adapter, surtout les systèmes d'équilibrage, etc. Du marché. Donc tout ça c'est très très bien pensé dans l'écosystème cinéma et équipe de cinéma. La modularité de la caméra, un bloc qui est déjà future-proof, qui est déjà conçu pour le futur, et la partie capteur complètement fermée et étanche dans une tranche qui fait 1,5 cm d'épaisseur. Donc c'est juste cette partie-là, le capteur en fait, que ça. C'est fixé avec 4 vis, ça s'enlève, il n'y a même pas un fil, c'est juste un connecteur. Et l'idée c'est de dire, si demain Sony fait un capteur 120 images par seconde, 12K, machin, vous ne serez pas forcément obligé de changer toute la caméra. Le parc existant pourra recevoir des capteurs de différentes technologies pour satisfaire à différents besoins. Aujourd'hui, la limite de ce capteur Venice, on a vu tout ce que ça poussait comme mur, mais il reste quand même une limite qui est liée justement au fast shutter, qui est en fait le fait qu'on soit limité à 60 images par seconde. Et c'est pas l'électronique qui est derrière qui limite, c'est vraiment la façon dont on analyse le capteur pour diminuer les effets de motion blur. Donc ça, 60 images par seconde, c'est une limite. Et quand on demande aux Japonais, mais on fera mieux, ils disent, on ne sait pas. En tout cas, on ne commit pas là-dessus. On pourra mettre d'autres capteurs, enfin, ils noient le poisson. Mais si ça se trouve, on pourra faire du 100 images par seconde avec la même caméra, mais c'est pas acté. En tout cas, la modularité permettra de faire évoluer la caméra sans avoir à tout réinvestir. La ventilation, ça c'est pensé pour vraiment supporter toutes les conditions de température, de pression, et voilà, c'est vraiment pensé pour sevrer en milieu hostile, hein, c'est le cas. Et en fait, c'est une caméra très silencieuse parce qu'il y a un ventilateur beaucoup plus grand, et donc il tourne beaucoup moins vite pour extraire un même volume d'air. Et donc du coup, on arrive à la ventiler beaucoup mieux. Et comme on a mis le ventilateur au milieu de la caméra, il est loin des ouïes, et donc il n'y a pas de sifflement qui est lié au passage d'air. Ça en fait une caméra extrêmement silencieuse. Et néanmoins, conçue pour travailler dans toutes les températures un peu difficiles. Ce qui est le cas sur un plateau, dès que ça chauffe un peu, ça monte très très vite. Hein. Je ne te parle pas du tournage dans les milieux jungle, machin, tout ça, là, où ça peut. T'as en plus l'humidité. Le bloc capteur, j'en ai parlé, c'est vraiment le principe du bloc interchangeable, donc destiné à recevoir d'autres technologies de capteurs Sony. Moi, ils m'ont pas dit, les Japonais ne nous ont pas dit vraiment parce qu'ils attendent de faire les annonces au NAB et à IBC, mais moi ce que je sens c'est qu'un capteur type F55 pourrait tout à fait prendre place dedans, ça resterait du 4K mais ce serait du 120 images par seconde en RAW, et ça pour la pub, pour tout ça c'est quand même un sacré argument. Et il y a juste qu'à permuter pour en faire une caméra pour la pub, pour la télévision, parce que la télé veut tourner en 50 images par seconde, voire 100 images par seconde, pour faire des ralentis, pour le foot, pour tout ça. Donc c'est pour toutes ces raisons-là, où les Jeux Olympiques, on a besoin de capteurs rapides. Et c'est sans danger aussi, puisque le capteur est directement lié. Ah oui, c'est ce qu'on change, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de réglage de tirage optique ou quoi que ce soit, parce que c'est mécaniquement c'est un bloc complet qu'on remet en place, donc c'est pré-réglé. Un nouveau viseur, Full HD OLED, qui est un véritable témoin de ce que le capteur reçoit comme lumière. Donc là, ça sécurise le chef opérateur dans son impression, dans ses sensations, de façon à ce qu'il puisse faire des choix et pas continuellement en train de se dire oh là, c'est bon, le point il est bon là, la couleur c'est comment, la balance c'est comment. Quand le viseur est de pas bonne qualité, ça met en insécurité le chef opérateur, le caméraman, et du coup il n'est pas à l'aise pour faire son point, pour prendre des décisions, etc. Donc ça, on a bien compris que le viseur c'était l'outil clé en matière de prise de vue, et que depuis qu'on a perdu les visées directes, les visées réflexes qu'on avait sur les caméras film, et ben ça a été toujours un petit peu le parent pauvre des caméras numériques. Donc on est en train de recoller à quelque chose d'un peu plus noble, justement à cause de ces choses-là. Et puis en termes de workflow, la caméra Venice n'innove rien, sauf le 6K, sauf le fait que c'est un nouveau format en termes de surface, mais en termes de codec, on réutilise tout ce qu'on avait déjà mis en place depuis la F55. Donc les codecs XAVC ProRes, vous allez les retrouver. Les Américains ont travaillé en ProRes. Le XAVC est plus qualitatif pour des débits moindres. Donc en Europe, on travaille majoritairement maintenant en XAVC de plus en plus. Et puis il reste quand même la possibilité de faire du RAW classique Sony en 4K et du XOCN qui est un RAW compressé
et qui va permettre, je vous en ai parlé ou pas, parce que je sais pas ce que j'ai dit ce matin, j'ai encore rien dit là-dessus, donc quelques mots sur le XOCL, qui est en fait une technologie que Sony a développée pour développer les RAW de F65. Cette technologie, on l'a développée pour développer les RAW de F65 en 4K et en 8K, parce que c'est un capteur 8K, la F65. Donc on a développé ça, et puis on s'est dit, c'est dommage, on a un brevet là dans le tiroir, et on le réserve qu'à une élite et à très peu de labos. Qu'est-ce qu'on peut en faire de mieux? Et comme il y a une grosse demande d'optimiser aussi les workflows et de ne pas être dans l'inflation des volumes images et des débits, alors que la caméra passe de 4K à 6K, donc normalement on devrait multiplier par 1,4 la taille des images, si on était resté en RAW. L'objectif c'est de dire non, on va vous rendre le système efficace en vous ramenant la taille des RAW à la taille des RAW 4K, même moins, un petit peu moins. On est un peu plus efficace. Ça marche aussi en 4K, hein. Ça marche en 6K, c'est obligatoire en 6K parce que là vous êtes obligé de choisir l'XOCL, le seul format disponible c'est l'XOCL, hein, qui est un RAW compressé, c'est un RAW optimisé. Donc grâce à cette techno-là, on est capable de livrer la même qualité de signal, RGB 444 16:8, mais sous un volume image bien plus compact. Par contre, le système n'est pas bête, le système RAW il est très bête. Il applique des formules mathématiques, il ne prend aucune décision, il prend absolument aucune décision. Il applique une règle mathématique de compression, une règle statistique qui est basée sur les statistiques de l'image, de redondance de l'image, et basta. Et il est, on dit lossless, avec quasiment pas de perte. Mais le rapport de compression, c'est 3,6 pour 1. Donc c'est très limité. Le système XOCM, il est beaucoup plus intelligent. Il analyse le contenu de l'image et il dit, tiens, il y a des zones de l'image qui ont des complexités différentes en fonction des textures et des transitions. Donc j'ai une bibliothèque de référence pour laquelle j'ai étudié les meilleures formules de débayorisation et de compression. Et je détecte ces zones-là, je les identifie à ma bibliothèque et j'applique la formule qui est la meilleure formule pour faire ce job dans cette zone-là de l'image. Du coup, sur un débit global d'image qui va être beaucoup plus faible, on va se fixer un objectif de débit de compression plus fort, on va pouvoir allouer ce débit plus d'informations, plus de débit, là où c'est très compliqué à compresser, où c'est hors tableau. Et puis quand c'est des choses un petit peu standards, de la peau, des cheveux, des feuillages, des matières, le bois, tout ça, c'est relativement corrélés, relativement identifiables, eh bien on a développé des formules qui sont très efficaces dans ces zones-là. Et du coup, les éventuels défauts de décompression ressembleraient à la nature des textures qu'il est censé reconnaître. Donc du coup, même s'il y a un défaut, on ne le voit pas. L'œil est leurré, l'œil cerveau est leurré, et on ne le voit pas. Du coup, c'est quasiment indétectable. Je dis quasiment parce que si on va chercher en labo, on va réussir à trouver quand même. Mais c'est tellement loin dans le truc que quelque part, on attend toujours les étalonneurs qui nous disent « Ah ouais, moi j'ai vu une différence ». On a envoyé les images, ils les ont testées, et aujourd'hui ils cherchent encore. Alors, on arrive à trouver dans le bruit des petites différences, mais on est dans le bruit, on n'est plus dans l'image. Je dirais que c'est déjà cramé, le problème, on est déjà au-delà des limites. Voilà. Donc tout ça, c'est l'offre qu'on est capable de faire, et donc on est extrêmement souple sur le type de workflow que vous seriez amené à gérer en post-production. C'est important parce que ça coûte un bras derrière. Il ne s'agit pas de produire des images, il s'agit aussi d'être capable de les traiter, de les produire et d'en tirer un programme, un film. Les évolutions de soft. En août, on sort la version 2, qui principalement amènera la monture réactive, la cadence d'image variable, des luttes user et des nouvelles luttes pour faciliter la prise de vue, faciliter les décisions artistiques sur le terrain. Le hors-champ, quand on est en 4K, comme on a du 6K, on va avoir des points pour pouvoir regarder ce qui rentre et ce qui sort. Les false couleurs, qui est un outil que certains chefs opérateurs aiment bien, mais pas tout le monde. C'est un peu controversé le false color, je ne sais pas ce que tu en penses. J'aime bien. Ça rassure parce que tu sais où tu es posé. Tu sais exactement où ton gris est. Voilà, tu sais que ton gris à 18 il est là, ton gris, etc. Donc tu sais comment gérer, tu sais prendre une décision sur l'ouverture en connaissance de cause. Mais il faut que ce soit temporaire, il faut l'activer. Tu as juste un tapis, tu relâches. C'est très simple. Et puis la version 3 amènera des fonctionnalités qui sont plus faites pour faire du live. Donc on aura la possibilité de contrôler la caméra à distance, pour faire un peu d'image, de faire de l'ingénierie vision, ou du métier de coloriste en direct par exemple. Ça c'est des fonctionnalités plus pour la télévision, pour de la télévision. Voilà.
Je vous ai dit à peu près l'essentiel de ce que nous amenons avec cette machine-là. Et puis maintenant, je vais laisser, on va dire, la partie bourrage de mou est finie. Et maintenant, on va laisser parler Jean-Charles qui, lui, va vous expliquer maintenant ça parle à quoi. Voilà, donc je m'appelle Jean-Charles Fouché, je n'ai rien à vendre, je ne fais pas partie de Sony. Moi, je suis un utilisateur de ces outils-là et puis un curieux. Donc je vais vous expliquer en fait comment ne pas se focaliser sur les spécifications techniques et sur seulement la partie mécanicien. Il y a du mécanicien, surtout dans un BTS. Ici, on est dans un BTS, donc effectivement, on va parler de mécanique, de MTF, de technique. Vous êtes tous en image? Oui, en section image. Donc, l'idée, c'est pas de ne pas parler du tout de technique, mais c'est de comprendre suffisamment la technique pour à un moment l'oublier et se focaliser sur quelque chose de principal. C'est que j'imagine que vous avez peut-être des histoires à raconter, vous allez les raconter en images. Alors soit on a des histoires à raconter, on va chez un psy, soit on fait un BTS audiovisuel et du coup les histoires qu'on a à raconter, on les met en images. Donc l'idée en fait c'est de mettre de la perspective artistique dans l'outil. La première génération de ces caméras c'était la F900, la génération 24p, il y a deux films qui sont des repères, c'est Vidoc, qui est un film expérimental que je vous invite à regarder, et vous avez un Star Wars qui a été le premier à être tourné en numérique et qui a été tourné avec une caméra qui ressemble plutôt à une caméra de télévision. Voilà. C'était la première fois qu'on faisait du cinéma avec une caméra télé, c'était dans les années 2000, et la seule différence entre l'image télé et l'image cinéma, c'était le 24p. La deuxième génération, c'était Genesis et la F35, et c'était la première fois que dans une caméra télévision, on mettait un capteur de la même taille que le film, Super 35. Et on y rajoutait une courbe de gamma très particulière, qui était la courbe log, qui décontrastait et désaturait. Sauf que ces caméras-là étaient en HD, donc on était limité à la définition de la télé. La troisième génération, c'est la génération 4K Hero, où on va avoir la F55 et la F65 qui débarquent, et on est encore dans cette génération-là. Et la nouvelle génération qui arrive aujourd'hui, la quatrième génération, qui rajoute le full frame 24-36, c'est-à-dire un capteur beaucoup plus grand que le Super 35, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se focaliser sur la taille du capteur. Pourquoi? Parce que le problème principal, si vous avez une histoire, si vous avez de l'artistique à faire, et si vous voulez la concrétiser en image, c'est que toutes les caméras qu'on a vues, c'était plutôt des obstacles à la création artistique. C'est-à-dire qu'en fait, moi je pouvais imaginer une image qui pouvait être très désaturée, avec une colorimétrie très décalée, et avec une image très douce au niveau du piqué. Et puis j'arrivais sur des caméras en fait, qui ne respectaient absolument pas mon idée, et c'était à moi de m'adapter en fait, à la caméra. Et donc on inversait. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui disaient « moi je préfère les caméras, l'image Panasonic ». Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent dire « je préfère l'image Arri Alexa » ou d'autres l'image Sony. Donc l'idée de tout ça, c'est qu'à un moment, la caméra elle disparaisse pour qu'on arrête de faire l'image Sony, Panasonic, Arri et qu'on fasse notre image à nous ou à vous. C'est-à-dire votre intention artistique à vous. Donc il va falloir qu'à un moment, la caméra disparaisse. Mais si la caméra disparaît, qu'est-ce qui va créer en fait le goût, mon âme, mon intention artistique? Et à ce moment-là, on va se refocaliser sur l'aspect principal de cette fabrication d'images, c'est l'optique. Pourquoi? Parce que l'optique, c'est la rencontre de la lumière avec les imperfections de l'optique. Et pourquoi les imperfections, c'est important? Parce que dans le monde de l'image, en cinéma, on ne cherche pas une fenêtre sur la réalité. On ne va pas chercher quelque chose qui correspond au réel, au quotidien, à la vie de tous les jours. Donc, nous, ce qu'on va chercher, c'est plutôt un espace sacré. Alors, j'ai mis une église, ça pourrait être une mosquée ou une synagogue. C'est un endroit très particulier qui pourrait correspondre aux grottes de Lascaux, c'est-à-dire un endroit sacré où seuls les prêtres, les chefs-op, rentreraient et auraient une intention artistique qu'ils n'auraient pas à justifier parce que c'est justement subjectif et on décide que l'image elle est comme ça et je traverse tout un processus pour rencontrer mon histoire. Il se trouve que si vous avez déjà dans votre vie, dans votre famille des histoires, on a quelque chose à raconter à partir du moment où il y a des imperfections, où ça déraille, où il se passe quelque chose de grave, où le cours de l'histoire en fait n'est pas linéaire.
Ce qui nous intéresse justement dans le cinéma, c'est d'avoir des optiques non linéaires, non froides, non transparentes, et d'avoir des imperfections et de travailler ces imperfections-là. Mais il faut un intermédiaire, c'est-à-dire que je ne peux pas simplement faire des incantations pour avoir cette matière-là. Donc je vais avoir comme interlocuteur des gens comme Jean-Yves, qui est mon interlocuteur et qui va faire la transition entre mon intention artistique avec des mots autour de la sensation, autour de l'émotion. Et lui, il va aller voir des ingénieurs optiques et il va dire voilà, il faudrait que notre optique elle ait cette caractéristique-là et cette caractéristique-là pour coller à une intention artistique. Donc Jean-Yves, il va être intermédiaire, intercesseur ou psychopompe. Il va aller d'une rive, la rive de l'esthétique, de l'artistique, jusqu'à la rive de la technique et de la mécanique, et de l'optique et de la physique. Et du coup, on va travailler l'image comme quelqu'un en haute couture. C'est-à-dire que ma matière première, c'est la lumière. Et il va falloir que j'ai des textures qui réfléchissent la lumière avec des imperfections, avec des brillances, avec du contraste, avec du piqué, avec de la saturation, avec de la chaleur ou avec de la froideur. Et Jean-Yves va me fournir un objet qui va répondre à la lumière comme ça. Donc l'optique c'est très très important. Et je vais jouer donc avec l'obscurité, l'absence de lumière, avec la lumière, avec ses imperfections et avec la transformation de la lumière. C'est un peu comme si vous rentriez dans un espace sacré et que vous avez soit une fenêtre vers l'extérieur, ça ne fait pas très expérimental, c'est-à-dire vous voyez ce que vous voyez dans la vie de tous les jours, puis de l'autre côté vous rencontrez en fait un vitrail. Et à ce moment-là, vous avez une colorimétrie, vous avez un contraste, vous avez du symbolisme. Et il se passe quelque chose, c'est-à-dire vous pouvez être touché par, je sais pas, la chaleur ou la froideur ou la tristesse ou la joie du lieu, tout simplement parce que la lumière qui passe à travers ces vitraux-là, eh bien, est transformée et vous touche quelque part. Une fenêtre, c'est rare qu'en regardant la rue, vous soyez touché par la rue et par la réalité. Par contre, si vous regardez du vitrail, vous pouvez être touché par quelque chose. Donc l'idée, c'est déjà ces deux paramètres-là. Je vais être dans raconter une histoire, mais pas dans le réalisme, mais dans l'onirisme. Alors, ce dont je suis en train de vous parler, c'est ce qu'on appelle en allemand la Gestalt, c'est-à-dire la forme. On est en train de fabriquer là une forme sur votre histoire qui est un fond. Et l'idée, c'est de trouver un outil qui soit cohérent avec votre demande. C'est-à-dire que la forme que je vais fabriquer, il faut qu'elle soit au service du fond. Il faut que l'outil soit cohérent. Et un autre mot qu'on utilise, c'est la congruence. C'est-à-dire que quand je vois une image, il faut que l'image, elle soit au service de mon fond, qu'elle soit cohérente. Si je veux raconter une histoire onirique et que j'ai une image réaliste, si ce n'est pas au service de ma réalisation, de mon histoire, de mon intention artistique, ça n'a aucun intérêt. Donc, pour qu'il y ait congruence de l'image, il faut qu'il y ait cohérence de l'outil, et il faut que l'outil me permette de m'exprimer. C'est ce qu'on appelle la Gestalt. Et du coup, je vais avoir deux types d'images. Je vais avoir une image plutôt réaliste, qui va être une fenêtre sur la réalité, sur l'information. Et c'est plutôt votre côté, votre hémisphère gauche du cerveau qui va être alimenté, c'est le côté rationnel. La partie onirique, fictionnée, poétique, va plutôt vous toucher du côté cerveau droit. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on fabrique une image, on se pose la question de savoir quelle partie de l'humain on va toucher. Est-ce qu'on va toucher l'humain dans sa partie informative ou dans sa partie émotionnelle, corporelle? Et il se trouve que dans le cerveau, la partie gauche, c'est aussi la partie qui vous amène à juger, à comparer, c'est l'informatif, alors que la partie droite est la partie qui vous permet de ressentir et qui vous amène à vous relier, à aller vers le groupe. Ce qui voudrait dire que les news vont avoir tendance plutôt à vous séparer du groupe et que la sensation et l'émotion doivent plutôt vous amener à la reliance. C'est pour ça que si vous ne développez pas d'empathie, c'est difficile d'être empathique. Si c'est pour vous difficile d'être empathique dans la vie, vous allez avoir du mal à vous faire emmener en voyage dans une salle de cinéma. Parce que ça part d'empathie. Si je ne suis pas touché par l'autre, et si je ne suis pas touché par l'image de l'autre, d'un autre, et bien de la forme de l'autre, et bien je ne me sens pas relié et je ne suis pas en lien. Donc le cinéma pourrait être la thérapie du lien. Et la télévision pourrait être
l'outil du jugement, de la comparaison et de l'isolement. Donc ça veut dire qu'on pourrait catégoriser l'image selon 3 catégories. La première catégorie, c'est ce que j'appelle la catégorie sale, c'est-à-dire des images qui bougent, mal cadrées, mauvaise balance des blancs, surex, et qui est au service en fait du news. La deuxième catégorie, c'est plutôt une catégorie clinique qui correspond à l'espace broadcast, c'est le journal de 20 heures, ce sont les émissions léchées, vous avez quelque chose de super propre, super clinique, et vous avez vraiment une fenêtre d'une propreté impeccable. Et vous avez le troisième espace, en fait, qui est l'espace onirique, qui est le sujet de ces caméras-là, c'est-à-dire un espace où vous n'êtes plus dans le réel et vous êtes en chemin entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Voilà. Donc, du coup, on se retrouve en fait avec 2 types d'images, une image cerveau gauche, une image cerveau droit, une image rationnelle, une image poétique. Et le travail de technicien, et de technicien artiste, hein, pas que l'un ou pas que l'autre, c'est de passer de la partie mécanique et de la télévision du concret vers le cinéma de l'abstrait. Et de traverser en fait les 4 modalités de réception d'une œuvre, quelle que soit l'œuvre, que ce soit une image, une sculpture, de rentrer en connexion avec quelqu'un, en relation, de regarder un film, c'est d'analyser ce que je vois par la partie cognitive, je comprends ce qui se passe, c'est le journal de 20 heures, c'est BFM TV. On ne va pas chercher de l'artistique. Il n'y a pas d'intention artistique chez BFM TV. Où voilà, l'épaisseur de l'intention artistique, elle est à l'endroit où mes 2 mains se rejoignent. On ne va pas faire une interview du maire de Nice ou de Marseille en disant alors je voudrais qu'il y ait vraiment de la douceur sur le visage et que ça soit vraiment chaleureux. Et j'aimerais bien qu'il y ait une dominante. Non, ça n'arrive jamais. On dit vas-y Coco, shoot, et puis ça s'arrête là. Et puis si c'est un peu flou, si ça bouge, et puis s'il se fait poignarder par quelqu'un, c'est mieux parce qu'on peut le vendre au journal de 20 heures. Donc c'est la partie cognitive. La deuxième partie, c'est la partie corporelle, c'est-à-dire savoir bonjour, bonjour, bienvenue. Merci. Je faisais une petite présentation psychocorporelle de la Vénice. Vous êtes ici au BTS? D'accord, vous êtes en section image. Bienvenue. Merci. La troisième partie, c'est la partie émotionnelle. Modalité émotionnelle, c'est je regarde une image et je suis triste, je suis joyeux, je suis en colère. Ça vient me toucher à l'endroit où je peux ressentir. Et le troisième, c'est la partie sociale. En quoi le film me relie. Alors si un jour vous faites du film social, par exemple, vous allez travailler, je ne sais pas, dans une ville ou dans un pays et voir qu'est-ce qui relie les humains. Et il est fort à parier que les gens qui sont dans la salle, ils vont être touchés à l'endroit justement du social et de leur reliance à eux dans leur espace. Tout ça pour dire en fait que je ne peux pas utiliser un outil de cerveau gauche pour une image de cerveau droit. C'est-à-dire que si j'ai un langage cinématographique qui m'amène vers une intention artistique décalée par rapport à la réalité, je ne peux pas utiliser un caméscope de news. Donc du coup, je vais dans mes demandes, comme une lampe magique, frotter mon outil comme ça et dire voilà, je voudrais, j'ai des souhaits pour faire mon image. Donc il faut que cette caméra-là, elle ne réponde pas à la demande d'un ingénieur japonais dans son bureau sous terre à Tokyo. Il faut qu'elle réponde à mes besoins à moi, à mon intention artistique. Donc, il faut qu'elle ait une vision que j'appelle une vision agnostique, c'est-à-dire qu'elle ait aucune croyance. Qu'elle ait aucune croyance en termes d'optique, qu'elle ait aucune croyance en termes de gamma, en termes de processus, de workflow, de codec. C'est-à-dire que si je dis, ça ne fait que du ProRes, ou que du RAW, ou que du log, si moi je ne suis pas adapté à ce workflow-là, je m'adapte au constructeur. Donc c'est l'inverse. Donc l'idée c'est qu'en fait ça soit la caméra qui s'adapte à moi et qu'elle disparaisse et que moi je réapparais, je prenne ma place. Et c'est pas une caméra pour faire de la perfection, c'est au contraire une caméra pour explorer les imperfections. Les imperfections de la lumière, les imperfections de l'optique et les imperfections de mon histoire. Et que toutes ces imperfections-là, elles résonnent pour être au service et pour raconter une histoire. Donc c'est l'inverse de ce que j'appelle le syndrome Instagram. C'est quoi Instagram? En fait, c'est la même image pour tout le monde. Vous n'avez aucune intention artistique, c'est pas grave, vous appuyez sur un bouton et vous êtes vintage. Vous appuyez sur un autre bouton et vous êtes, je sais pas, image chaleureuse.
Vous voyez? Donc l'idée c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'Instagram va faire la même image pour tout le monde et tout le monde va être artiste en 1/10 de seconde. La caméra agnostique, elle fait l'inverse, elle dit est-ce que tu as une histoire à raconter? Est-ce que tu as une compétence pour comprendre comment je fonctionne? Et à partir de ce moment-là, ok, tu peux prendre ta place et raconter quelque chose en appuyant sur les leviers et sur les outils de la caméra. Donc j'ai d'un côté le prêt à diffuser, le prêt à consommer, le prêt à digérer, l'illusion de la perfection. Hein. Tout le monde va dire waouh, qu'est-ce que tu filmes bien avec Instagram. Et alors que là, ça demande à être vraiment là. Et c'est difficile de tricher avec ces caméras de 4e génération. Donc c'est rassembler, c'est pas non seulement fabriquer, faire du cerveau droit, mais c'est aussi rassembler cerveau droit et cerveau gauche. Donc l'idée, c'est de traverser tout un processus qui va s'appeler workflow, c'est-à-dire traverser un espace qui m'amène à l'espace le plus grand possible, mais un espace caché, qu'on va appeler le RAW, qui est une image que je ne vois jamais, mais qui est une réserve en termes d'intention artistique, en termes de dynamique, en termes de contraste, en termes de colorimétrie, et je vais adapter mon RAW à la diffusion en prenant en compte mes intentions artistiques. C'est-à-dire que si la fenêtre de diffusion est plus petite ou plus grande, ma réserve ne change pas et moi je m'adapte en fonction de l'évolution de ma fenêtre de diffusion. On n'aurait pas imaginé il y a quelques années avoir une qualité d'image telle sur un écran LCD ou un écran OLED. Donc aujourd'hui, voilà. Je plaide le prix. Sabotage. Donc l'idée, c'est de dire, il y a un processus lourd, c'est le processus du RAW. Voilà. Et donc cette qualité d'image, cette qualité de noir, le pic des blancs, et avoir de la matière sur les hautes lumières et sur les basses lumières en même temps, avec de la nuance, ça c'est la présence de cette matière-là indique que j'ai une marge, une réserve en fait dans ma captation. Je ne peux pas en même temps avoir la même qualité à la captation, au mixage, à l'étalonnage et puis à la diffusion. C'est le syndrome Prince. Prince disait, si je capte en 16 bits 44 kHz, qui est le standard du CD audio, si j'enregistre mes disques dans le standard du CD audio, si je les mixe et si je les diffuse, c'est moins bon que si j'enregistre en analogique et que je les diffuse après en CD. Donc l'idée en fait c'est d'avoir une réserve de travail pour pouvoir s'adapter à la fenêtre de diffusion. Donc du coup, si je résume tout ce que je viens de dire, ça veut dire que ces caméras-là, elles vont fabriquer une image selon des critères. Et alors, de manière subjective, moi j'en ai décidé 7 groupes de textures. La première texture, c'est la demande en dynamique, en contraste. Avoir la capacité d'encaisser le plus fort contraste qu'on puisse trouver sur la galaxie, et même au-delà. La deuxième étape, le deuxième marqueur culturel dans la texture, c'est le bokeh. Et c'est pas avoir très peu de profondeur de champ, c'est avoir le choix d'avoir ou très peu ou beaucoup de profondeur de champ. C'est de ne pas être obligé d'utiliser la profondeur de champ de la caméra ou du constructeur d'optique. C'est de pouvoir en fait moduler selon mes besoins. Le troisième groupe de textures, c'est le picture ratio, c'est-à-dire de pouvoir avoir le ratio hauteur-largeur que moi je décide. Est-ce que je veux travailler en 2,40? Est-ce que je veux travailler en 1,85? Est-ce que je veux travailler en 1,77? C'est moi qui décide. Le quatrième, c'est la fluidité. Est-ce que je veux travailler avec la stroboscopie du cinéma en 24p ou est-ce que je veux travailler avec une image fluide en 50, pourquoi pas un jour en 100p? Le cinquième, c'est la colorimétrie. Je veux pouvoir décider si je sature ou désature, si je décale ma colorimétrie et dans quel sens artistique je vais pousser mon image. Le sixième, c'est la gestion du piqué. Je veux pouvoir choisir si mon image elle est très piquée ou si mon image elle est très douce. Et je ne veux pas subir. Alors souvent les gens disent j'adore l'image de l'Alexa parce qu'elle est très douce. Et il y a des gens qui disent j'adore l'image chez Sony parce qu'elle est super piquée. Et qu'est-ce que je fais si j'ai une caméra Sony et que je veux une image douce? Qu'est-ce qui se passe si je veux une image très piquée et que je suis chez Harry? Ça veut dire qu'il faut que je change de constructeur, que je change de modèle. Donc l'idée dans l'idée d'avoir une caméra agnostique, c'est de dire avec la même caméra, je vais pouvoir moduler et avoir le choix qui correspond à mon intention, pas
à la marque et au modèle de la caméra. Et le dernier, c'est ce que moi j'appelle les artefacts. En général, c'est un groupe où je vais y mettre le vignettage, où je vais y mettre les aberrations chromatiques, où je vais y mettre tout ce que la caméra va rajouter et qui n'est pas dans la réalité. Donc c'est un produit de la caméra ou de l'optique et ça vient se rajouter à l'image et donner un effet. Donc tout ça, cette caméra en fait répond en donnant à chaque fois des réponses multiples. C'est le côté toute monture, toute optique. La monture se démonte et je mets n'importe quelle monture sur devant. Ici, au niveau des codecs, j'ai 5 ou 6 codecs différents. Je peux travailler en RAW, je peux travailler en RAW compressé, je peux travailler en log ou en positif. Voilà. Ici, vous avez le discours de la même caméra cerveau gauche. Donc regardez qu'est-ce qui vous attire le plus. Est-ce que c'est le MPC 3610 en full frame CMOS ISO 500p multi-mount qui vous attire et qui vous intéresse et qui vous excite, parce qu'il y a sûrement la curiosité et l'excitation, ou est-ce que ça, pas du tout, ça ne résonne pas du tout, et vous, ce qui vous intéresse, c'est la liberté créative, la créativité, le côté simple et intuitif, c'est l'émotion, c'est la latitude, c'est la robustesse. Et du coup, vous allez voir en fait à quel endroit la caméra peut répondre à votre demande. Un monsieur passera de temps en temps, vous faites comme si vous ne le voyez pas. Faites comme si je n'existais pas. Je vais juste rappeler les optiques Leica. Ouais. Ok, pas de problème. Donc du coup, en fait, on pourrait résumer cette 4e génération de caméras comme une caméra agnostique qui répond à peu près à tous les choix. C'est-à-dire l'idée, c'est pas de m'enfermer dans une image constructeur, c'est de vous proposer tout ce que moi je veux ou je demande en tant que créateur, artiste. Et l'idée, c'est que je sois un artiste technicien ou un technicien poète, c'est-à-dire que je puisse en même temps ne pas être complètement que cerveau gauche ou que cerveau droit en me disant, alors moi j'en connais, je travaille avec des gens des fois qui sont des chefs-op et qui sont complètement hermétiques au cerveau gauche. Et si vous leur parlez log, si vous leur parlez ISO ou ce genre de choses, en fait, ils gueulent. Alors ce que vous faites, en fait, vous leur montrez une image, vous dites est-ce que ça te va? Est-ce que c'est suffisamment doux? Et puis il y en a d'autres, en fait, vous dites je voudrais de l'émotion, et puis ils vous crachent dessus, parce qu'ils disent mais tu me parles de quoi là? Tu me parles de MTF, tu me parles d'exposition, tu me parles d'ISO, voilà. Ou de contraste, je pousse les contrastes, donne-moi des termes techniques. Et l'idée, c'est que vous puissiez être à l'aise en tant qu'opérateur ou assistant ou réalisateur ou chef-op, que vous soyez à l'aise avec les deux mondes. C'est-à-dire que vous ne soyez pas complètement segmenté que d'un côté ou que de l'autre, ce qui vous obligera soit à vous entourer d'autres personnes, c'est possible, hein, de former une équipe pour avoir une complémentarité, mais du coup, en fait, peut-être parfois de vous sentir isolé ou décalé ou impuissant par rapport à la technologie. Or, aujourd'hui, c'est l'année où les caméras deviennent matures, où elles deviennent adultes, et où on n'est justement pas prisonnier en fait de la marque. Parce qu'on pourrait imaginer comme Apple fermer complètement l'écosystème et dire c'est nos connecteurs, c'est notre système d'exploitation, c'est nos logiciels, et en fait vous allez voir personne d'autre. Là, la nouvelle génération, c'est pas ça. C'est de dire vous mettez l'optique que vous voulez, la monture que vous voulez, les codecs que vous voulez. Vous voulez du Mac, il y a du ProRes. Vous voulez du Mac et du PC, il y a du XAVC. Vous voulez du RAW, il y a du RAW. Vous voulez du RAW compressé, il y a du RAW compressé. Vous voulez du log, il y a du log. Vous voulez du log ARRI, pas de problème, c'est le S-Log 3. Et l'idée, en fait, c'est de trouver absolument tout le marché rassemblé dans une caméra qui, du coup, n'a plus beaucoup d'importance en termes d'obstacles ou de problématiques, puisqu'en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, donc si je résume en fait le choix du workflow, aujourd'hui c'est assez large puisque vous avez d'un côté les images positives, c'est-à-dire l'Instagram, la lutte, la courbe de gamma qui va cuire une image et qui va être la proposer à la diffusion instantanément après la captation. Vous avez, mais je n'ai plus aucune marge en termes de réserve, de contraste, de saturation, de colorimétrie et ainsi de suite. Et si je récupère cette image-là dans 20 ans, cette image-là n'aura pas bougé, mais je ne suis pas dans ma grotte avec la réserve. Si je vais dans ma grotte sacrée, dans ma réserve, je suis dans le RAW, et à ce moment-là, j'ai une grande réserve dans tous les espaces créatifs,
Ce qui fait que si on se revoit dans 10 ans, les mathématiques ayant évolué, les machines ayant explosé en termes de puissance, je vais pouvoir avoir plus de piquets, plus de colorimétrie, plus de contraste et affiner mes choix artistiques et pourquoi pas leur donner une nouvelle vie. Et si aujourd'hui on fait des masters en 2K ou en HD, si on se retrouve dans 10 ou 20 ans avec le même fichier RAW, je peux faire du 4K et pourquoi pas interpoler du 8K et m'adapter, ce qui sera plus difficile avec un fichier HD QI. À l'intermédiaire, vous avez le log, la courbe log, qui permet de décontraster et désaturer, c'est-à-dire de faire des choix mais modérés, c'est-à-dire de cuire le moins possible l'image. Et aujourd'hui, il y avait un énorme gap entre le log, qui était plutôt léger comme fichier, et le RAW, surtout chez Sony, puisque Sony fait du 16 bits linéaire. Ça fait des fichiers gigantesques. 1 Tera par heure pour une F55, donc ça fait pas mal de Tera à la fin de la semaine quand vous faites un tournage. Donc l'idée en fait c'est de quoi? De compresser le RAW, de diviser quasiment par 2 le fichier et de descendre au niveau du poids du log en restant en RAW. Alors vous allez me dire oui mais on va perdre plein de qualité. Et je vous donne un petit exemple en termes de gain qualitatif sur la technologie de réduction de débit. Ça, c'était la compression qu'on avait il y a 20 ans, et c'est ce qu'on appelle la compression DCT, si vous avez des cours de TES. C'est le passage de la DCT, c'est le JPEG, c'est le MPEG 2, c'est le MPEG 4, c'est le H264, c'est aussi le H265. C'est ce qu'on appelle la DCT. Et ça a débuté dans les années 90, jusque dans les années 2000. Et ensuite, 10 ans après, 15 ans après, on est passé à la formule mathématique par ondlet, wavelet, la DWT. Et ces deux images ont exactement le même poids numérique. Sauf qu'en termes de qualité, il y en a un où je ne vois pas la dégradation, et il y en a un où je vois la dégradation. Pour info, c'est une image en 4K qui faisait 25 mégas non compressés. Elle en fait 150 ici, elle en fait 150 kilooctets et 75 kilooctets. Celle-là est 2 fois plus petite sur les disques durs que celle-là. Et pourtant, j'ai du mal à voir en fait la dégradation. Donc du coup, les RAW qui sortent en ce moment, les RAW compressés, sont des RAW avec des algorithmes très poussés qui permettent de diviser quasiment par 2 ou par 3 le poids des fichiers sans perte visuelle. Vous savez qu'en compression, on a plusieurs niveaux. On a non compressé, lossless, c'est-à-dire sans perte, visualise lossless, c'est-à-dire visuellement sans perte, et lossy avec perte. Et donc du coup, en fait, on arrive aujourd'hui à faire des fichiers RAW visually lossless, c'est-à-dire visuellement sans perte, et ce qui permet à Sony aujourd'hui de proposer la caméra dans 2 formats de RAW. Soit vous faites du RAW 16 bits, quasiment pas compressé, soit vous faites du RAW 16 bits compressé, et ça porte le nom maintenant de XOCN. Ils ont trouvé une incantation magique. Le RAW compressé chez Sony, ça se dit XOCN. Ça aurait été trop simple de dire RAW compressé, donc on trouve des formules magiques. Voilà. Donc, alors juste pour vous donner un ordre d'idée, la différence entre du RAW 16 bits et du RAW 12 bits. Un petit exemple, voilà, ça c'est du RAW 16 bits. Et voilà l'image telle que vous la captez en fait dans la caméra et sur le disque. Alors vous voyez, c'est pas super sexy le RAW 16 bits, mais il y a tellement de matière que quand on va développer et étirer, on va retrouver ça. Alors ça c'est un zoom dans l'image, vous voyez, c'est ce petit morceau-là dans l'image. Donc on a pris un tout petit bout là, on l'a développé, on l'a débayerisé, puisque c'est une mosaïque de Bayer qu'on débayerise et qu'on développe. Voilà une partie de cette image-là. Et vous voyez que j'ai quasiment la totalité en fait de mes teintes. Ça c'est du RAW 16 bits. Voilà du RAW 12 bits. Alors tous les constructeurs, en règle générale, la plupart des constructeurs font du RAW 12 bits, d'autant plus si le RAW est en externe, en sortie HDSDI. Comme c'est le cas par exemple avec la Varica Malte, ou la FS7 chez Sony, ou la FS5, le RAW est à l'extérieur. Mais en fait, on applique une courbe log sur le RAW, et ensuite on l'enregistre. Mais si les deux sont en RAW, sauf que quand on regarde dans les hautes lumières ou dans les basses lumières, en termes de matière, on n'a absolument pas la même matière. Donc quand on parle de RAW, le RAW n'existe pas. Il y a un RAW par capteur, on va dire, et ensuite, il faut la formule mathématique qui passe du RAW au positif, et l'image va changer, c'est-à-dire le même RAW, je change de logiciel, mon image change, c'est-à-dire je ne mets jamais la même image en RAW. Il n'y a pas d'image RAW de référence.
Pourquoi? Parce que pour voir l'image RAW, il faut une formule mathématique et qu'elle est différente en fonction du constructeur et de la personne qui va le customiser et le régler. Donc c'est pour ça que si vous changez de prestataire, si vous changez de logiciel, eh bien, en fait votre image elle est débayerisée et développée différemment. Ils ont eu le cas sur ce court-métrage où ils sont allés étalonner cette séquence-là sur Resolve, DaVinci, et ils ont perdu toutes les hautes lumières sur les fenêtres, et puis ils se sont dit c'est bizarre, elle est donnée pour 15 diaph de dynamique, et puis toutes les fenêtres sont cramées. Ils ont changé de logiciel, ils ont développé, et puis la fenêtre est apparue. Donc c'est pas le fichier RAW qui pose problème, c'est aussi la formule mathématique qui va aller exploiter les images et qui va interpréter. Donc c'est toujours un problème d'interprétation. Voilà. Donc l'idée dans tout ça, c'est de pouvoir offrir soit un workflow RAW, soit un workflow XOCN, soit un workflow ProRes ou XAVC. Et si vous avez beaucoup d'argent et vous allez travailler aux États-Unis, il y a une autre solution, c'est de dire en fait on va se débarrasser des RAW propriétaires des caméras et on va aller dans un standard unifié, quelle que soit la caméra, quel que soit le constructeur. Et les Américains ont développé un workflow qui s'appelle le workflow ACES, qui dit que dès qu'on reçoit les fichiers RAW, on les convertit dans ce standard-là, ACES, et on fabrique, on développe, on débayerise une image en 16 ou 32 bits RGB dans un fichier EXR. Et votre fichier RAW qui était lourd, en fait, il est multiplié par 3 ou 4. Donc c'était encore plus lourd. Mais l'intérêt, c'est que du coup, vous n'avez pas de débayerisation, il n'y a pas de calcul mathématique, vous avez juste à appliquer des courbes et des luttes. Et du coup, vous pouvez étalonner cette image sans vous poser la question est-ce que c'est du Sony, est-ce que c'est du Panasonic, est-ce que c'est du Arri, vous avez un fichier ACES. Donc l'idée de cette caméra-là, c'est vraiment l'idée de traverser l'environnement technologique en comprenant tout ce qui s'y passe, mais au bout d'un moment en l'oubliant, pour au final raconter vos histoires avec vos intentions artistiques en se foutant de savoir que c'est Sony ou Arri ou Panasonic. Voilà grosso modo le rajout qu'on voulait faire sur la partie artistique pour faire le lien avec la présentation de Jean-Yves ce matin.